Sophie Gastonguay, donc, s'intéresse à l'étude des conditions de réception de l'œuvre, oriente depuis quelques années les recherches de Sophie Gastonguay dans la création de dispositifs performatifs. Elle s'interroge sur la place qu'occupe le spectateur, l'homme qui voit dans sa relation à l'homme qui montre. C'est Marie-Josée Monzin. Gastonguay élabore des dispositifs performatifs dans lesquels elle met en scène la parole des spectateurs. Ces mises en scène se déroulent généralement dans des lieux d'exposition, devant et autour des œuvres exposées ou dans des espaces publics permettant l'élaboration de récits spécifiques au lieu. Par l'usage de modalités narratives, elle tente de créer des interférences dans la réception de l'œuvre et ou dans la perception du lieu. Cette mise en scène de la parole, représentation du voir ensemble, permet de créer des représentations mentales questionnant le regard à même l'acte de percevoir. Gastonguay travaille ainsi dans l'intervalle entre l'image tangible et l'image projetée et interroge les relations entre le visible et le dissible, entre l'image et sa réception, entre le je et l'autre. On a pu voir son travail dans plusieurs centres d'exposition au Québec, SCOL, SBC, Praxis, DERDER, La Centrale, à Toronto, Fado, et en Europe, Projectrum, M54 à Bâle, Hangar à Barcelone. Elle poursuit présentement des études au doctorat en études des pratiques des arts à l'Université du Québec à Montréal et enseigne à l'École des arts visuels de l'UQAM depuis 2008. Sa présentation aujourd'hui s'intitule « La réception de l'œuvre, création de prothèses interprétatives ou l'urgence de soigner la réception pour un devenir citoyen du spectateur. » Merci. Petite question technique avant de commencer. Est-ce qu'il y aura du son si je mets de la vidéo? Oui, OK. Donc, je vais commencer par vous remercier d'avoir organisé cette journée d'études. Déjà, je trouve ça très, très enrichissant avec tout ce qui a été dit aujourd'hui. Puis je veux remercier aussi, surtout vous qui êtes là, pour venir partager nos recherches avec nous. Est-ce que c'est assez fort? Oui. Okay. Donc, j'ai retenu 3 questions formulées dans l'appel à communication lancé par le groupe de recherche radical ou projet? Groupe de recherche? Groupe de recherche. Ah, okay. Groupe de recherche. Chaire de recherche? Non, OK. OK. Ce sont les questions suivantes. Quel est le rôle de la performance et de la performativité? D'où émane cet intérêt pour les effets de présence? Et j'ai beaucoup aimé la question. À quel espoir, impression, attente, calcul répondent-ils? Donc, je vais tenir compte de ces questions tout en vous parlant des préoccupations qui animent ma pratique artistique. Je suis ici en tant que chercheur, mais aussi artiste. Les deux en même temps et non séparément. En art visuel, donc ça anime ma pratique en art visuel dans laquelle il y a du performatif. Je vais commencer par situer mon atelier au cœur des pathologies de l'image et je vais vous proposer d'entrevoir la création de performance et performance linguistique, moi je ne les sépare pas, comme une tentative d'apporter des soins intensifs à l'image. Je précise qu'au départ, j'étais peintre et que j'en suis venue à pratiquer la performance par nécessité de soigner l'image par la parole. Lorsqu'il est question de présenter les enjeux qui sous-tendent ma pratique en art visuel, je m'avance toujours avec précaution en adoptant la posture de l'essayiste, constatant à chaque fois que les œuvres ont besoin de discours essayistes pour que le silence y résonne. Je vais donc vous parler de l'état de l'atelier, le mien, tout en sachant qu'il est poreux et que j'y suis aux prises avec les mêmes problèmes que d'autres chercheurs. Et la performance commence là. Donc voici, c'est une communication au jeu. Donc, je suis un corps spectateur du monde, un corps regardant, se fabriquant des images mentales du monde, des images permettant de ne pas sombrer dans l'impensé et dans l'effroi. Un corps négociant avec des images intériorisées, des fastes images surdéterminées me faisant croire que je suis comblé, repu, alors que je ne le suis pas. Je fabrique ainsi des images. Mon corps est un lieu d'introjection et de fabrication. Je suis dans le corps social déréalisant. Cette activité de fabrication se prolonge dans ma pratique artistique. Je transfère, je mesure l'incidence de l'introjection. Je me donne des prescriptions pour gérer ces images. Je me prescris des actions à commettre, des paroles à prononcer ou à entendre, des situations à mettre en place. Ma pratique me sert à me nourrir de ma faim, à me garder en appétit.
Facile à dire. Comme tout le monde, je n'échappe pas au pouvoir fondateur des images. Les images de masse mobilisent chez moi des opérations d'enveloppement-englobement par lesquelles je me sens protégée. Je me niche dedans. Elles font naître en moi de nouveaux désirs avec la promesse de les apaiser. Elles me comblent, elles me rassurent. J'ouvre Psychanalyse de l'image de Serge Tisseron et je lis « Le caractère fondateur de l'image pour tout être humain se retrouve, pour tout groupe social, dans l'élection d'images emblématiques. Il existe des images partagées au fondement de toutes les institutions humaines. Elles légitiment les institutions sociales à travers lesquelles la vie psychique tend à s'incarner. De telles images ne sont pas perçues comme organisées par le désir de l'homme. Au contraire, ce sont elles qui le fondent. Leur capacité à contenir notre représentation du monde et à nous contenir nous-mêmes est considérable. C'est moins leur force de transformation qui importe que leur capacité d'enveloppement-englobement. » Fin de citation. Ces images me captivent. Je ne m'habitue pas à vivre dans le corps imposé, dans le sexe imposé. Mon désir de redonner à l'image son pouvoir de transformation est le reflet de mon besoin d'inscrire mon corps dans le site où il se trouve. Ce site à partir duquel je suis seule à voir ce que je vois. J'ouvre un chantier de la parole dans ma pratique en art visuel pour fissurer l'image et occuper un site, le mien. L'usage du pouvoir fondateur de l'image est au cœur de ce que Agamben appelle le dispositif. L'ensemble des interfaces à travers lesquelles nous interagissons forment, ouvrir les guillemets, une gigantesque accumulation et prolifération de dispositifs. Fermer les guillemets. C'était pas nécessaire, pardon. Un cadre qui oriente nos modes d'interaction et notre relation au monde. Le dispositif répond à une logique de l'efficacité et transforme notre relation au temps de façon à rendre optimal chacun de nos gestes. Il devient de plus en plus marginal de prendre son temps et de s'adonner à la flânerie. La course contre la montre dans laquelle nous sommes engagés quotidiennement m'apparaît être le dispositif le plus difficile à surmonter. Et je cite Agamben. « Il semble qu'aujourd'hui, il n'y ait plus un seul instant de la vie des individus qui ne soit modelé, contaminé ou contrôlé par un dispositif. Ce qui définit les dispositifs auxquels nous avons affaire dans la phase actuelle du capitalisme est qu'ils n'agissent plus par la production d'un sujet, mais bien par des processus que nous pouvons appeler des processus de désubjectivation. C'est dans notre emploi du temps que j'observe le plus radicalement ce processus de désubjectivation. Tout problème, en un certain sens, en est un d'emploi du temps, comme le mentionne Georges Bataille dans Méthode de méditation. La figure du flâneur, celui qui est hors de chez lui et pourtant partout chez lui, voyant le monde, étant au centre du monde, en restant caché au monde, est d'autant plus essentielle à l'aménagement de l'atelier. Peut-on aménager des dispositifs permettant de flâner? Il y avait de ça dans Ce n'est rien présenté à Skoll. Est-ce que je peux vous demander un verre d'eau? Donc, Ce n'est rien, je vais vous en parler un petit peu. C'est un projet, on voit ici, qui a eu lieu à Skoll en 2011. Merci. Donc, Centre des arts actuels Skoll. Dans le cadre d'une exposition qui portait sur le thème « L'artiste inconnu ». Donc, est-ce qu'on peut exposer en ne mentionnant pas qui expose, entre autres? Puis moi, ce que j'avais proposé, présenter dans le cadre de ce projet-là, cette programmation-là, c'est une performance, ou en tout cas, je ne sais pas si on va dire que c'est une performance, lors de laquelle j'ai demandé à des gens, à une personne, de rester dans l'entrée de la galerie, donc de pas aller. Je n'ai pas fait mon projet dans l'espace de représentation, je l'ai fait dans l'espace d'accueil. Pour moi, c'était vraiment important. Là où il y a déjà des chaises, puis des livres à consulter, où on peut s'arrêter, et il y a quelqu'un qui peut nous guider si on a des questions. Donc, il y a quelqu'un qui est là, et qui attend, qui a un lecteur MP3 dans lequel il y a un montage sonore. Et donc, l'œuvre présentée, c'est la personne qui est là. Et si quelqu'un veut voir ce que je présente, ben,
demande à l'accueil à voir l'œuvre, s'assoit en face, et puis là, le récitant pèse sur play et commence à réciter ce que j'ai préparé pour lui. Je vais vous en lire un extrait. Idéalement, c'est pas fait pour lire, vous n'êtes pas supposé le voir. Donc, imaginez-vous, c'est vraiment un face-à-face. L'œuvre commence à parler. Je ne vais pas chosifier le récitant quand je dis ça, là, c'est juste le contexte. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire ce qu'il en est. Je sais que ce n'est pas facile pour vous. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Comment vous appelez-vous? Ne répondez surtout pas. Sentez-vous bien à l'aise. Faites comme chez vous. Ne faites pas l'autruche, ça me gênerait. Je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que, présentement, nous sommes là, devant le fait accompli. Surtout, ne vous méprenez pas sur mes intentions. Nous sommes si nombreux, dans le même bateau. Vous êtes toujours là? C'est gentil d'être resté. Là, etc. Ça dure 10 minutes et ce n'est pas affiché. Il n'y a pas, sur le cartel, c'est volontairement pas affiché la durée. Donc, c'est ça, il y a des gens, là, c'est un projet intéressant par rapport à la disponibilité au temps, comme j'en ai parlé juste avant. Il y a des gens qui ne voulaient pas s'asseoir parce qu'ils ne savaient pas combien de temps ça allait durer. Il y a des gens qui se sont levés, ont quitté avant la fin. Et à la toute fin, le récitant, dans ce texte, finit par dire « Vous êtes toujours là? Ah, vous n'êtes pas comme les autres, finalement, vous êtes restés. Je ne m'attendais pas à ça. Je vous avais imaginé autrement. » En tout cas, c'est évidemment mieux dit que ça. Et à la fin, pour dédommager le spectateur, il lui remet un petit jeton, juste assez grand pour traîner dans un sac ou dans les poches, sur lequel c'est écrit « Ce n'est rien ». Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est de l'ordre anecdotique, mais je le dis quand même. Après avoir présenté ce projet-là, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, j'ai vu ce que tu as fait à Skoll avec des commentaires, tout ça. » Puis j'ai dit « Est-ce que tu as reçu quelque chose? » Non. OK. Alors, j'ai su qui avait participé à l'œuvre jusqu'au bout. C'est intéressant parce qu'au cinéma, par exemple, si on ne voit pas un film au complet, on va dire j'ai trouvé ça bon, mais je ne l'ai pas vu au complet, donc je ne peux pas me prononcer. Mais en art visuel, ce n'est pas toujours le cas. Il n'y a pas une durée comme ça. Bon, c'est quelque chose qui m'intéresse dans ce dispositif. OK. C'est des tactiques. Donc, je vais reprendre la lecture. Donc, le but, c'est d'étirer le temps, le dilater en présence du spectateur, affecter la rencontre, mettre en place une relation entre celui qui émet et celui qui entend, ouvrir le chantier de la parole entre le corps spectateur et le médium support, me placer entre les deux résolument. C'est par une inquiétude liée au statut de l'image que j'en viens à m'intéresser à la mise en chantier de la parole et au performatif. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de chantier pour l'image. Je constate que les industries du visible réduisent l'image à un objet et que cette réduction de l'image transforme la façon dont se pose le regard sur l'image. L'image qui, à l'origine, porte en elle-même la présence d'un hors-champ et qui, comme le mentionne Marie-Josée Mondzin, est le lieu de désignation de l'invisible dans le visible, est aujourd'hui menacée par les industries du visible, ayant tendance à nous assurer que tout ce qui est donné à voir est donné à savoir, à croire et à identifier à une totalité saturée du réel. Cette relation de fusion totalisante exclut toute pluralité du sens, toute rencontre de l'autre, toute possibilité de voir en l'image le lieu d'une ouverture à partir de laquelle l'imagination façonne le réel. Créer des images comme lieu de séparation et non comme lieu de fusion, employer la parole comme geste imageant, c'est imposé à moi comme moyen de créer du hors-champ dans l'image. Comme je le disais un peu plus tôt, je me prescris des actions à commettre, des paroles à prononcer et à entendre, des situations à mettre en place. Alors, je vais vous montrer un autre extrait d'une performance qui s'appelle Iségoria, qui s'inscrit dans une série de performances à travers laquelle je réponds au besoin d'entendre certaines paroles sur la place publique. Donc, j'ai été invitée justement par un professeur en histoire de l'art ici à soumettre un projet, collaboration entre les étudiants en art et puis les étudiants en histoire de l'art, ici dans l'Agora. Et puis, je me suis dit, l'Agora, initialement, c'est un espace de parole, d'échange de paroles citoyennes, et c'est vraiment pas le cas ici. C'est vraiment, on dirait, un centre d'achat, de toute façon. Puis c'est un lieu de passage, puis c'est pas un lieu de communication.
Donc, je me suis dit, je vais essayer j'ai envie, pour me faire plaisir, je fonctionne par fantasme, de réhabiliter cet espace-là. Je suis donc allée chercher des discours politiques des années 70. C'est pré-grève, en passant, juste avant. Et des poèmes, des paroles que j'aime, j'ai envie de me faire plaisir, de les orchestrer et de les faire réciter dans cet espace-là. Tout en prêtant attention au dispositif à ne pas séparer spectateurs et récitants. Donc, les récitants circulaient, un peu comme des gens qui parlent tout seuls avec les écouteurs, dans l'espace en bas, et puis des gens qui traversaient. On ne savait pas toujours. Il y a tellement de gens qui ont des écouteurs aujourd'hui qu'on ne savait pas qui étaient dans le projet ou à l'extérieur, ce qui me plaisait beaucoup, en espérant que ce n'est pas trop fort. La dynamique de l'histoire attribuait un rôle à ses victimes. Quelle expérience de vivre dans la peur. Voilà ce que c'est que d'être un esclave. Auparavant, aucun gouvernement ne tuait des gens pour avoir dit oui. The reality is that many of the nation's billionaires are on the warpath. They want more, more, more. On sait où on s'en va. À coup de carabine. Possession d'argent. Vous aurez vous-même à décider. On vous prépare des alternatives. Ou alors, on sera la race qu'on mérite, c'est-à-dire... Mid-1970s, the top 1% earns about 8% of all income. In the 1980s, that figure jumped to 14%. Pardonnez-nous que d'avoir une réponse. Top 1/10 of 1%. Que les chants rauques de nos ancêtres 12 cents. et le chagrin. Embaucher, donner des ordres. Fixer l'heure de la mort à l'ouvrage et des pauses qui rafraîchissent et ravigotent le dollar. Non seulement nous allons venir au monde sur la finance, aller à l'école sur la finance, se faire instruire sur la finance, se marier sur la finance, s'acheter à la maison sur la finance. Oui, quelle admirable langue. Pour embaucher et donner des ordres. Qu'est-ce qu'il y a qui Et paye plus tard. Quand on s'endette de jour en jour. de vos empires? Rien ne vaut une langue à jurons. Une parlure pas très propre. Tachée de cambouis et d'huile. Responsabilité de voir à ce que ça finisse une fois pour toutes pour nos jeunes. Bon moment pour arrêter, mais vous irez voir si ça vous intéresse. En réalité, ça dure 20 minutes. Puis ensuite, j'ai adapté ce dispositif-là à la grève étudiante. On est allé réciter dans la rue pour avoir un peu plus de contenu que des simples slogans. Donc, je continue. Il m'apparaît aujourd'hui impossible de penser, présenter publiquement une image sans la flanquer d'un gardien. Ce gardien est un admoniteur, un domicilié de la parole, un opérateur de regard. Son rôle est de mettre de l'absence en œuvre et de créer une séparation entre l'image tangible et les projections mentales qui se posent sur l'image. Ce geste de séparation donne à voir un autre, instaure une relation d'altérité entre celui qui voit et celui qui dit ce qu'il voit. Il permet de séparer l'opération organique du voir de la construction d'un regard et pointe le fait que l'image se construit en nous, dans notre corps, selon les dispositions que nous avons à projeter en elle. Le bombardement constant d'images surdéterminées auxquelles nous sommes exposés aujourd'hui nous transforme en spectateurs passifs. La surdétermination de l'image est si puissante
que lorsque le spectateur passif que nous sommes devenus se retrouve face à une image indéterminée, il souffre d'un manque et perçoit cette absence dans l'image comme une lacune, un vide insupportable. Le spectateur est saisi d'effroi. Cette dépendance à l'image surdéterminée ne permet pas de réaliser le geste de séparation qui redonne au regard sa mobilité. Elle fige les opérations imageantes et ne permet pas d'apprécier cet espace de liberté qu'offre l'image indéterminée. Il s'avère impossible dans ces conditions d'envisager s'adonner à la fantaisie, de projeter des interprétations personnelles sur l'image par pur plaisir d'en jouir. Cette activité s'inscrit désormais en âge réservé aux créateurs. C'est avec violence et agressivité que le spectateur dépendant réagira au sevrage que provoque en lui la présence d'une image indéterminée. Dans le meilleur des cas, il réagira en assaillant de questions le premier expert venu. Il le sommera de lui expliquer clairement ce que représente cette chose. S'il s'agit d'une œuvre d'art actuelle, il s'en prendra à l'art contemporain en se demandant pourquoi ces artistes ne sont pas foutus de faire des œuvres accessibles à tous. L'incapacité du spectateur passif à s'engager dans l'activité interprétative sera d'autant plus néfaste si l'on considère que l'engagement du spectateur est tributaire du sens de l'œuvre. Si l'on conçoit, comme le mentionne Nelson Goodman dans Langage de l'art, que les propriétés esthétiques d'une image n'englobent pas seulement celles qu'on trouve en la regardant, mais également celles qui déterminent comment on doit la regarder, l'activité interprétative est intimement liée aux effets de discours à travers lesquels on perçoit l'œuvre. Dans la revue « Les parcours de l'interprétation de l'œuvre » de Sophie Lecoq, un article de Sophie Lecoq elle affirme que les discours interprétatifs rentrent en contact les uns avec les autres et s'influencent les uns les autres. Elle remet en question la dichotomie entre producteur d'un côté et récepteur de l'autre et propose de saisir la création artistique comme coproduit par les artistes d'une part et par le public d'autre part. La dépendance à l'image surdéterminée devient rapidement l'affaire de l'artiste. Et puis, pour en ajouter, je vais vous lire une autre citation de Mondzin. « Les pathologies de l'image sont devenues des pathologies collectives, des souffrances sociales qui mettent en péril les procès de subjectivation de tous ceux qui essaient tant bien que mal de vivre ensemble. C'est durant toute la vie que la question du visible et de l'invisible hante le sujet parlant dans un monde où l'expérience du deuil et de la séparation subit les plus grands dommages en ne trouvant plus, ou de moins en moins, les voies imageantes de la subjectivation. » Fin de citation. L'absence d'adresse provoque l'anéantissement du sujet. Il y a dans l'atelier une lutte contre l'anéantissement du sujet. Réhabiliter la béance, cesser de combler l'abîme, l'habiter. Tenter de créer des opérations imageantes est un exercice par dépit. Créer des gestes de séparation du regard m'apparaît être à chaque fois un tour de force lié à un désir de déprise. Il y a nécessairement un parallèle à établir entre la fonction de la parole dans la cure et celle qu'elle occupe dans ma pratique. La parole dans ma pratique se manifeste le plus souvent sous forme d'associations libres auxquelles je m'effectue de prêter l'oreille. Ça parle, comme dirait Lacan. Pour que ça parle, dans la cure, l'analyste doit laisser la place vide. Il y a tout un travail à faire pour laisser la place vide. Reste à voir si les dispositifs ou contre-dispositifs que nous mettons en place permettront aux spectateurs de laisser la place vide pour que ça parle. Paradoxalement, les gestes qui séparent de la fusion maternelle, qui conduisent, là je suis en train encore de citer Mondzin, qui conduisent à la mise en place d'un sujet de la parole, vont produire une sorte d'hypertrophie qualifiante de l'invisible, surqualifiant les signes qui travaillent avec l'absence des choses. Dans cette économie, le médium support est toujours en passe d'être perçu comme un piège à regard. Le visible est destituant, alors que l'invisible est constituant. C'est la parole comme geste de diffusion, disqualifiant le visible, qui permet aux opérations de symbolisation de fonder le sujet. L'aménagement d'un dispositif imageant fait du même coup de la place au sujet désirant et permet la création de cet espace vital dont le sujet a besoin pour s'épanouir. C'est donc mon propre devenir sujet à l'abri du réel mondain que je tente d'assurer dans cette pratique.